Alors oui, c'est mieux si on démarre la caméra que de faire 5 minutes sans la caméra. Bonjour et bonne année aux spectateurs français et francophones d'autres pays parlant le français. Bonne année à vous et voilà, comme je le disais dans ma présentation qui n'a pas été filmée, les temps sont difficiles, mais on va essayer d'aller de l'avant et je vais essayer de vous parler de bonnes choses pour vous réconforter et pour commencer bien l'année. Donc j'avais fait un sondage juste avant la fin de l'année pour dire que j'allais faire, même si ça a été un peu retardé, mais ça arrive maintenant, des vidéos en français pour alors part minoritaire certes, mais que j'espère voir grandir, et moi j'espère essayer de faire peut-être la moitié ou un peu moins de la moitié ou un tiers au moins de mes vidéos en français, que ce soit sur des whiskies français prioritairement, mais aussi sur d'autres. Mais en attendant, voilà, donc je vous présente, suite au sondage que j'ai fait sur Twitter et sur YouTube, la première des vidéos consacrée au whisky français en français. Voilà, comme promis, petit aparté quand même, il faut le faire. Il y a beaucoup de... j'ai constaté qu'il y a beaucoup de youtubeurs, donc de créateurs sur YouTube, mais aussi de spectateurs qui, hélas, ne savent pas que quand ils se rendent sur une chaîne, et moi aussi d'ailleurs au début je ne le savais pas, qu'il y a des onglets qui peuvent être intéressants à remplir ou à consulter pour vous sur les chaînes. Alors pas sur toutes, puisque beaucoup de chaînes encore ne les utilisent pas. Je pense notamment à l'onglet quand vous arrivez sur la page de quelqu'un. Bien sûr, vous arrivez sur la page d'accueil, donc il y a déjà des vidéos, il y a des choses, on peut se contenter de ça. Mais il y a des gens qui passent du temps, comme moi, par exemple, j'ai commencé, je crois, vers 2007, avant que ça s'appelle Greg's Whisky Guide, bien sûr, une chaîne sur YouTube, une chaîne de playlist sur le whisky, mais aussi la peinture, la musique, beaucoup. Donc j'avais rempli cet onglet playlist, je présentais chaque chaîne. Et aussi, alors quand j'ai commencé à faire des vidéos en 2019, j'ai rempli l'onglet à propos, où je présente ma chaîne en anglais et en français, par écrit et en vidéo, et aussi, alors plus récemment, comme j'ai eu plus de 500 abonnés, j'ai eu droit à voir activer la fonction communauté. Qu'est-ce que c'est la fonction communauté? Je vous engage à aller voir. C'est un onglet qui permet de mettre 1 à 5 photos et du texte pour soit faire des petits messages courts pour dire voilà, attention, il y a un événement, il y a un direct avec telle personnalité, ou il y a telle vidéo à venir, on peut faire des teasers, des choses comme ça. Ou vous annoncez aussi un événement qui n'a pas pu avoir lieu, donc un message d'excuse, ou encore vous faites des mini-sujets et des sondages. Et donc j'avais fait ce sondage demandant ce que les spectateurs français et francophones voulaient voir sur ma chaîne sur la fin de l'année, ou en tout cas à venir prochainement. Il n'y a pas eu beaucoup de votes, j'étais un petit peu déçu, mais bon, c'est un sondage sur une période courte, 1 ou 2 journées, je crois à peine. Prochain sondage, je pense que je le ferai sur une plus longue durée. Et en gros, qu'est-ce qui est ressorti? Certes, les gens veulent entendre parler de whisky français, mais ils veulent entendre aussi parler de whisky du monde, c'est-à-dire non écossais, et donc du coup non français non plus. Alors, il y a un des 2 canaux où c'était à part égale entre whisky écossais et whisky du monde, donc en français, hein, toujours. Et sur un autre des sondages, il y avait whisky français, whisky, si je ne me trompe pas, non, il y avait whisky écossais, whisky du monde et autres sujets. Donc en fait, je vais essayer de faire un mix de tout ça. Sachant qu'il y avait, je crois, 2 demandes spécifiques et une spécifique sur une marque. Et comme c'est en plus quelqu'un qui m'a... on a échangé un échantillon et j'ai pu avoir un échantillon d'un whisky qui est très bien noté par beaucoup et qui, hélas, n'est pas dans la collection. Donc j'avais un petit échantillon de ce whisky, donc je vais en parler, c'est une des vidéos à venir, sur Craigellachie, la distillerie écossaise. Donc moi j'ai une bouteille du 13 ans d'âge, j'ai un échantillon du 17 ans d'âge,
Et donc, grâce à l'un des spectateurs de la chaîne, j'ai aussi un échantillon du 23 ans d'âge. Mais bon, comme c'est pas évident, j'ai pas la bouteille non plus, j'ai décidé finalement de la faire en version bilingue. Donc, car je ne pourrais pas revenir dessus, en tout cas sur les deux échantillons du 17 et du 23 ans donc. Mais donc voilà, je vous prépare ça à venir, sans doute d'ici une semaine ou deux maximum. Elle sera en version bilingue, je vais voir comment je peux faire que ce soit pas trop lourd et long. En attendant, aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui combine 2 distilleries et 3 sociétés en réalité. J'ai décidé de changer un petit peu, pas à la dernière minute, mais j'y réfléchissais déjà depuis quelques jours. D'ailleurs, je n'ai même pas noté le titre. En gros, je voulais que vous puissiez, à travers évidemment mon opinion et aussi quelques informations factuelles sur ces sociétés, je voulais que vous voyiez ce qui se passe en partant d'une production d'une distillerie française, en l'occurrence ici la distillerie Epp en Alsace, et en allant vers 2 approches qui sont combinées mais qui sont différentes en termes de société. 2 sociétés de négoce, dont une se présente comme une société d'affinage. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec le distillat de cette distillerie alsacienne? Donc c'est un petit peu du distillateur à l'affineur en quelque sorte. Et donc comme je ne pouvais pas tout traiter, et je vais revenir sur certains de ces whiskies dont les spectateurs en langue anglaise et un tout petit peu en français ont déjà entendu parler, donc je vais partir d'un whisky de la distillerie Epp pour aller ensuite vers un whisky du négociant affineur Émeric Roborel de Climens. Et alors j'ai choisi 3 whiskies pour la dégustation d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. Et je vais terminer par un assemblage de whisky. Mais on reste... D'ailleurs tous sont des assemblages, mais tous sont des single malt. C'est une question parfois un peu qui revient, que je vais éclaircir tout de suite. Qu'est-ce qu'on entend par assemblage? Parce que, par exemple, ce whisky porte le nom d'assemblage. Un assemblage, sur le papier, c'est dès que vous commencez à prendre des whiskies de 2 fûts différents, vous les mettez ensemble. C'est déjà un assemblage. C'est-à-dire que soit vous les mettez ensemble tels quels, vous ne touchez à rien, vous ne descendez pas le titrage de l'un des deux, vous mettez une égale proportion des 2 fûts dans votre bouteille. Donc là, c'est un assemblage entre guillemets basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, sauf si vous savez exactement, quand vous les avez sélectionnés, ce que ça va donner, ce qui est quand même assez présomptueux, sans goûter, sans rien, et d'embouteiller comme ça, et hop, en voiture si j'ose dire. Non, ça ne marche pas comme ça en général. Il faut sentir, il faut sélectionner déjà, c'est un peu ce que j'ai fait, je vous en reparlerai. Petit aparté encore, désolé. Oui, j'ai assemblé un whisky français, vous le savez déjà pour les plus fidèles de la chaîne. Oui, j'ai fait une vidéo en anglais sur le sujet, qui s'est transformée en direct, donc avec un souci derrière, malheureusement, de plus basse qualité vidéo. Mais voilà, comme la distribution tarde un petit peu, il y a eu quelques soucis, évidemment la crise n'y est pas étrangère, mais pas seulement. Je préfère refaire la version française de cette vidéo pour vous présenter ce whisky que j'ai assemblé, qui commence à sortir quand la sortie sera un peu plus effective, voilà, pour éviter des déceptions aux gens. Donc voilà, ça va pas tarder, il y a quelques points de vente déjà, mais je préfère attendre encore un peu pour vous le présenter en français. Voilà. Ceci étant dit, pourquoi je parle de ça? C'est parce que mon expérience d'assemblage a permis de comprendre un petit peu mieux, bien que ça fasse un bon moment que je suis intéressé au whisky, et que je goûte du whisky. J'ai déjà visité des distilleries, mais c'est pas forcément la question. L'assembleur procède différemment. Tous ces whiskies sont assemblés parce que le producteur voulait obtenir un résultat particulier à partir de fûts qui contiennent certes le même distillat ou
plusieurs distillats, mais des fûts qui interagissent différemment. Soit parce qu'ils ont contenu un type de whisky ou de vin différent, et là en l'occurrence on va voir c'est surtout du vin, mais il y a aussi d'autres, il y a aussi on va voir. Soit parce que la proportion, alors qui reste inconnue certes ici, c'est un peu le secret de l'assembleur, on le dévoile ou pas, soit que la proportion varie entre les fûts utilisés. Voilà. Bon, on va pas être trop long là-dessus. Donc je vais déguster pour vous d'abord le Johnny Epp, donc de la distillerie Epp, ce sont tous des single malt. Les whiskies sont des single malt du moment que c'est la même distillerie, que le whisky provient de la même distillerie, mais ce ne sont pas des single casks. Voilà. Donc, même si la production c'est que de l'artisanat. Donc, The Johnny Epp, une des références de la distillerie Epp. Je vais aussi très brièvement présenter chaque société ou distillerie. Ensuite, nous allons déguster, alors en deuxième, la finition Sémillon d'Émeric Roborel de Climens. Pourquoi celle-ci? Parce que je pense que celle-ci est encore disponible, tout comme le premier whisky que je vous ai présenté. Et nous allons terminer par celui-ci, assemblage collection numéro 1. Alors celui-ci n'est plus disponible, mais c'est le seul que j'ai. En revanche, il y a le 1.2 qui semble avoir un profil similaire. Je ne peux pas vous le garantir, mais c'est un peu la même recette. Un peu de choses près, si j'ai bien compris. Ils ont aussi 2 autres versions en cours, tous pour l'instant avec le même jus, comme on dit, de la distillerie Epp. Donc voilà, je vais vous présenter très brièvement ces sociétés et ensuite on va déguster. Donc d'abord, la distillerie Epp, donc, qui naît un peu officieusement au début du XXe siècle, d'abord pour faire donc un bouilleur de cru, pour faire de l'alcool, des eaux-de-vie en local pour les habitants. Mais c'est seulement en 1972 que cette entreprise familiale, d'ailleurs on va voir aujourd'hui, c'est que des sociétés avec un côté familial fort. Chose qui, voilà, je trouve ça intéressant. Donc la distillerie Epp fait du whisky, alors a sorti son premier whisky en 2007. N'oubliez pas que l'histoire du whisky français, elle est très très tardive par rapport aux principaux pays fondateurs du whisky, où officieusement on est au 15e siècle, officiellement au 18e, on va 17-18e, si on prend l'Irlande, l'Écosse. Qui sont les premiers, très vite après les États-Unis, le Canada et ensuite le Japon. La France peut présenter son premier whisky, déjà le produit qu'en 1983 avec Warenghem, et elle peut présenter son premier whisky qu'en 87, si mes souvenirs sont bons, donc le whisky breton. Donc il faut voir, il y a une explosion ces dernières années, une nouvelle société de distillation ou de négoce du whisky français. On est à plus de 82 enregistrements de sociétés. Ça ne veut pas dire qu'on a 82 distilleries, comme j'entends souvent, qui sont opérationnelles et que vous pouvez trouver chez votre caviste. Non, il y en a plus d'une quarantaine. C'est difficile de faire une estimation. Il y a beaucoup de choses extrêmement nouvelles depuis que quelques années. La scène française a changé énormément en 20 ans. Mais voilà, pour revenir à Epp, donc 2007, ils présentent, donc, comme je vous expliquais, leur référence de Johnny Epp, qui sera suivi du Tarsis Epp, on goûtera à une autre occasion, c'est la version Sherry Cask. Alors là, on parle vraiment de whisky. Alors pour celui-ci, les fûts ont contenu du bourbon précédemment, donc du whisky, et du sherry, du xérès. Donc on peut considérer que c'est un élevage traditionnel qu'on aurait pu voir en Écosse, sauf que le distillat est français, les alambics sont français, ils sont beaucoup plus petits, 450 à 500 litres, je crois, chez Epp. Et oui, alors donc la distillerie
est né et fait principalement des eaux de vie de fruits, hein, donc on va être très rapide. Poire, quetch, mirabelle, kirsch, vieille prune, marc de Gewürz, framboise, et des choses un peu plus rares, des variétés rares, prunelle sauvage, coin, baie de houx, sureau, sorbier. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça me passionne et que je trouve que ça élargit aussi le champ de connaissances et la manière d'appréhender les whiskies. Si vous vous intéressez à d'autres eaux de vie et d'autres spiritueux, d'ailleurs je vais faire des vidéos sur d'autres spiritueux cette année, c'est prévu notamment pour le gin, le cognac, le rhum et l'armagnac. Voilà, parenthèse fermée. Qu'est-ce que je fais comme parenthèse? Je sais, c'est un des défauts, mais au moins vous entendez parler de plusieurs choses. Donc plus de 40 ans, peut-être maintenant 50 ans même, de production de tradition familiale. Donc la distillerie est située à Uberach en Alsace, à 30 km de Strasbourg. En dehors du Johnny Epp et du Tarsis Epp, il y a aussi une version tourbée du Tarsis, il y a aussi des versions millésimées, et il y a aussi des versions, alors là on est en 70 centilitres, mais il y a aussi des versions de 50 centilitres en carafe carrée, où on a des affinages, que ce soit fût de cerise à l'eau de vie, pinot noir, vieille prune, Gewürztraminer, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, ils ont reçu l'indication géographique protégée, l'IGP Alsace. Très vite en France, on n'a que 2 IGP malheureusement, et toutes les distilleries de chaque région concernée ne se soumettent pas à cette indication. Ça veut dire que voilà, il faut regarder l'étiquette, il faut vérifier. Il y a une IGP Alsace, une IGP Bretagne, c'est tout. La France n'a pas réussi à faire quelque chose comme l'Écosse ou le Japon ou d'autres pays. Alors, je vous présenterai, je vais déguster le Epp et ensuite je vous présenterai les 2 autres. Au départ de la revue, l'idée était de faire uniquement ce whisky-là, mais je trouvais dommage de ne pas faire de contexte. C'est aussi un des apports, je trouve, de ma chaîne par rapport à d'autres. Toutes sont complémentaires, je ne dis pas ça pour critiquer les autres, mais c'est de mettre en perspective, c'est ce que je fais en anglais et c'est ce que je vais faire en français, mettre en perspective les choses par rapport à la production générale et aussi voilà, faire autre chose que juste goûter. Puis voilà, voilà, vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de contexte, vous avez, pas tout le monde évidemment, ça s'adresse aux gens un peu plus passionnés. Donc, alors, on va faire notre petit montage habituel. Et oui, j'ai pas beaucoup de place, donc voilà. Et pourquoi aussi je parle de ça? Voilà, je voulais aussi rajouter ça. Pourquoi je parle de ce whisky alors que je voulais vous présenter l'assemblage numéro 1? En fait, c'est un compliment pour le whisky et pour tous ceux qui sont sur la table d'ailleurs, en plus de ceux de la distillerie. C'est parce que souvent, quand on a un affinage ou un travail de négociant, je pense à l'Écosse, mais pas seulement, souvent, heureusement pas tout le temps, les fûts utilisés pour faire une double maturation ou un affinage, ils écrasent le distillat, qu'on ne reconnaît plus malheureusement. Quand vous avez un fût, par exemple, de sherry de premier remplissage, parfois ça fonctionne, c'est parfait, parfois ça écrase tout. Ou si vous avez quelque chose de tourbé, fortement tourbé, ou un fût de vin, etc. Si ça écrase tout, c'est quoi l'intérêt de la chose par rapport au fait que c'est un single malt, donc qui provient d'une seule distillerie? Je veux dire, absolument autant changer le nom ou ne pas mettre le nom de la distillerie. Voilà. Là, moi, ce qui me plaît dans l'assemblage collection numéro 1 de la maison Munich, fait en collaboration avec Émeric Roborel de Climens, et ce que fait Émeric, c'est le fait qu'il respecte le distillat. D'ailleurs, ces maisons, pour l'instant, en tout cas, travaillent exclusivement avec cette distillerie. Ça aussi, c'est une particularité à souligner. Donc, qu'est-ce que nous avons? Et c'est un whisky que j'ai dégusté au moins 4 fois. Donc, la note est vraiment... je pense qu'elle est finalisée.
Alors là, on a des fûts de bourbon associés à des fûts de vin blanc. Des fûts ayant contenu du bourbon, donc du whisky américain de type straight bourbon, et du vin blanc. Et là, vraiment, alors je ne sais plus quel type de vin blanc c'est, ça n'est pas précisé d'ailleurs sur l'étiquette non plus. Donc on a un whisky, alors c'est pas précisé, mais il est, je ne sais pas s'il est filtré à froid, s'il est coloré au caramel, je n'ai pas d'indication. Ceci dit, lorsqu'on tourne un peu le verre et qu'on le redresse, on a ce qu'on appelle les larmes et les jambes, et là ça descend très vite. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un 3 ans d'âge, ensuite ce qui est vraisemblablement filtré à froid, donc il n'y a pas de gras. Enfin, pas de gras. Malgré ça, et je ne sais pas pourquoi, je ne vous le cache pas, le résultat est assez extraordinaire en termes d'exubérance florale et fruitée. Et c'est ça qu'on retrouve un peu, évidemment, atténué ou différent dans les autres whiskies que je vais vous présenter. Donc là, on est à 40 degrés, et pourtant, c'est un des whiskies les plus exubérants que j'ai goûté ces dernières années. Au nez, évidemment, le raisin blanc vient en avant, et c'est très très intéressant. Alors pour moi, j'ai des fleurs capiteuses, muguet, jasmin. Bon, le raisin blanc aussi, il y a une certaine acidité qu'on perçoit au nez, et un peu de vanille en arrière-plan. Santé et bonne année à nouveau à tout le monde, et santé, bonheur et prospérité. En bouche. L'attaque est exubérante en termes de fleurs capiteuses et de fruits blancs, raisins, peut-être même un peu de coin, non, pas de coin. Il y a une dominante florale. Pour ceux qui ont aimé par exemple le Orchard House de Compass Box, ils devraient aimer ça, même si c'est un peu différent. C'est plus floral que fruité, même si le raisin est très, très présent. Donc oui, j'ai même noté une pointe de litchi et une pointe d'hydromel, mais cet hydromel a tendance à partir avec l'aération. On est vraiment à 60-70% sur les fleurs, hein, pour moi. Et le raisin. C'est quasiment fleurs capiteuses et raisins. C'est entre huileux et fluide en bouche. C'est vraiment très très lisse et direct. C'est vraiment très très harmonieux aussi. Alors ça s'adoucit en finale, évidemment le titrage aussi montre ça. Je vais le diluer légèrement. Pourquoi? Parce que ça, même à 40, parce que ça crée une réaction chimique, ça permet, donc ça précipite, donc ça agite les molécules, donc ça permet de réveiller les notes aromatiques qui seraient éventuellement dissimulé derrière l'alcool que l'on perçoit à la première dégustation, et aussi cet exercice permet de révéler les défauts du whisky. C'est pourquoi je le recommande avec presque tous les whiskies. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups et que c'est intéressant à tous les coups, mais il faut essayer. Là, il y a un léger crémeux, un léger côté vanillé qui revient pour faire honneur un peu au fût de Bourbon, mais c'est clair que les fûts de vin vont en avant. Une très légère petite touche épicée qui, à mon avis, provient du Bourbon, mais aussi, je pense que c'est du chêne français, probablement du Limousin, mais pas forcément, ça peut venir du Tronchet ou d'ailleurs. Donc on a un bel équilibre, mais on a une exubérance
qui moi d'ailleurs m'a intéressé, ce type d'expérience pour ma propre création, du côté floral, fruité, presque exotique. Voilà. Donc je l'ai noté ce whisky 88,5 sur 100, parce que bien qu'étant à 40 degrés, c'est très très expressif, très intéressant et très original comme profil de mon point de vue. Voilà. Le deuxième whisky que je souhaite vous présenter, donc, est celui fait par Émeric Roborel de Climens, qui a travaillé avec Epp avant. C'est quelqu'un qui vient du domaine du vin, qui travaille dans le domaine du vin de Bordeaux depuis plus de 20 ans. Et, ah oui, j'ai pas parlé de prix, pardon, 40-45 € environ pour la première bouteille de 70 centilitres. Voilà, j'ai mes fiches. Hein. Quelqu'un m'avait demandé pour les fiches comment je travaille en anglais. En français, c'est pareil. Il y a des choses qui sont préparées, à l'avance, imprimées à l'avance, qui ont des notes aromatiques. Et je coche les cases où, voilà, ce que je pense qu'il y a à l'intérieur du whisky. Il y a un barème sur 100 qui inclut un barème sur 20 pour une des notes, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes sur 10. Donc le nez, l'attaque, le nez, la bouche en 3 étapes, attaque, milieu, finale. Équilibre, ensuite j'ai groupé complexité, finesse, ensuite générosité, intensité. Ensuite développement, donc soit par l'aération, soit par l'adjonction d'eau. Et qu'est-ce qui se passe des choses, comment le whisky se développe, etc. Et il y a une note subjective sur 20, qui est une note qui est spécifiquement liée au plaisir à déguster ce whisky. Bon, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de la notation, vous avez ça sur mon site internet par ailleurs, si vous voulez voir le détail, et là donc le total. J'indique aussi des suggestions éventuelles d'associations culinaires, et donc ça c'était les indices qualitatifs. Il y a aussi des indices quantitatifs de présence et d'intensité de saveur. Et donc il y a les 4 grandes familles. Moi je rajoute pas l'umami parce que c'est un peu compliqué et encore plus subjectif à décrire. Et donc j'ai tous ces critères, il y en a une vingtaine, qui sont à donc de 0 à 5, et donc c'est quantitatif, c'est pas qualitatif. Et donc la sucré, salé, acide, amer, et bien sûr c'est les principales. Donc j'ai pas mis umami. Et ensuite maltais, herbacé, floral, fruité, solvant, alcooleux, vineux, chéri, soufré, épicé, végétal, boisé, fumé, tourbé, marin, fermier, cartonneux, indésirable, oui j'ai séparé, cartonneux est indésirable aussi, caramel naturel ou caramel ajouté, vaste question. Donc Émeric Roborel de Climens, j'ai pas beaucoup de place et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc fondé en 2019, sa société de négoce, je vais peut-être poser la bouteille, ça sera mieux. Voilà. Oserais-je le dire, la démarche est un peu différente, mais on est dans le craft, comme on dit, en artisanat en français. On n'est pas très loin, même si la démarche est un peu différente, de celle de John Glaser de Compass Box, à mon avis. Même si c'est très spécifique sur le vin, les fûts de vin exclusivement. Donc l'affinage se fait en fût de vin. Donc Émeric Roborel de Climens a travaillé en collaboration avec le distillerie Epp avant de se lancer. Et pour le moment, donc je l'ai interviewé, je vous mettrai un lien l'année dernière à l'occasion de la dégustation de 3 de ces whiskies. Aujourd'hui on n'en déguste qu'un, mais je reviendrai en français sur les autres. Et je vais m'intéresser aussi à ce qui sort, ce qui est sorti récemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors la particularité... Alors j'ai oublié de dire, je m'en excuse, mais bon, je ne suis pas encore. Ok. J'ai fait les choses en désordre sur ma fiche. Voilà, transparence. Donc Émeric Roborel de Climens, lui, il embouteille uniquement à 50, dans des flacons de 50 centilitres.
Le titrage peut varier de 40 à des brutes de fût de 50-55 degrés environ. Ce sont des petites cuvées à chaque fois. Et il y a énormément, je l'ai déjà dit on l'a déjà dit dans l'interview, il y a énormément d'informations sur ces bouteilles, ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Si on tourne, donc là je vous présente la finition Sémillon, qui est un affinage en fût de Sauterne, donc affinage de ce que fait la distillerie alsacienne Epp, en fût, donc bordelais de Sauterne, et en plus, là on vous dit du château d'Oisy-d'Aisne. Chose qui est impossible à mon avis avec les whisky écossais, c'est de donner la provenance exacte. Là on a une cuvée 2016 embouteillée en 2020, donc 4 ans seulement, on a 650 bouteilles. Degré 46, hein, donc c'est non filtré à froid, non coloré. Oups. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais vous les lire plutôt. Orge, origine française, région Grand Est. Maltais brassé distillé en Alsace. Première étape de maturation 100% fût de chêne français. Deuxième étape, affinage en ex-fût de vin. Couleur naturelle non filtrée à froid. Produit de France, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup. Single cask, oui, donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Mais il travaille aussi sur des assemblages. Oups, donc on va revenir là-dessus. J'espère que mon montage va tenir. Voilà, donc alors pour info, si vous allez voir Whisky of the Year 2020 en anglais, la longue vidéo sur mes whiskies de l'année, il y a 2 whiskies, il y en a un je crois qui est même, celui-ci est noté en mention honorable, mais il y en a 2 qui sont arrivés dans les 3 premiers whiskies du monde entier. Et donc ces 2-là, c'est la finition Grenache qui est épuisée malheureusement, qui est à 55,5. Et la finition Cabernet Franc. Alors il y avait une nouvelle version, mais là elle n'est plus disponible en ligne. Peut-être que vous pouvez l'avoir en boutique. Qui est aussi un des whisky de l'année 2020. 51 degrés et finition en amphore. Donc une des particularités, parfois pas toujours, de ce que fait Emmerich. Donc là on a, pour revenir, donc maintenant que je vous ai donné les infos, je sens que le temps file vite, c'est terrible. Là on est à, sans le frais de port, on est à 59 €. Qu'est-ce que je peux vous dire donc? Distillé en 2015, c'est ça, et embouteillé en 2020. Je dis une bêtise là. Non, 16, pardon. J'ai problème d'écriture. Déchiffrage d'écriture. Je vais faire ça mieux. Voilà. Donc voilà, donc là c'est un fût de Sauterne, ce qui est un peu plus familier aux connaisseurs, aux amateurs de whisky anglo-saxon, parce que c'est un affinage qu'on voit depuis, on va dire, début des années 2000. C'est pas les premiers dans l'histoire, je reviens pas là-dessus, j'ai fait une longue vidéo en anglais sur l'histoire de l'affinage du whisky. C'est presque un peu soufré là. On a une note un peu cireuse. On a des notes déjà... pourtant, c'est qu'un 4 ans, mais on a des notes qui évoquent la maturité d'un vin liquoreux, le Sauterne. Hein. On n'a pas d'indication sur l'âge du vin, mais il est possible que qu'il ait un certain âge. Là aussi, on est en couleur naturelle. J'ai peur que ça tombe, mon petit dispositif. Oups. J'ai pas parlé des couleurs, je vais reparler parce qu'avec la caméra, bon, c'est toujours un problème. Par contre, j'ai parlé de la viscosité. Là, elle est beaucoup plus importante. Les larmes, je sais pas si on le voit à la caméra. Oui, un peu. Elles subsistent plus longtemps, les larmes aux jambes, comme on dit. Ça fait des jolis motifs qui collent au verre et qui descendent très lentement. Donc là, on a typiquement l'indication que déjà on est à un peu plus que 40 et qu'en plus, on a tous les corps gras qui ont été préservés, qui n'ont pas été cassés par la filtration à froid, comme souvent.
Ça ne veut pas dire que tous les whisky filtrés à froid sont mauvais, attention. Mais l'expérience est moins entière, moins complète. Alors, le nez est un petit peu fermé. Voilà, un côté capiteux, mais aussi un peu presque beurré, presque confit, agrumes confit. Voilà, une belle note de chêne, mais pas dominante. Très fin, très classe. Allez, on attaque. Santé. Voilà. On a un whisky qui remplit le palais, qui reste léger, mais on a le gras est perceptible en bouche. On a des épices douces, un petit peu de gingembre, un petit peu de poivre gris. On reste mesuré en termes d'équilibre au niveau des épices. On a des notes de caramel dur. Alors, je ne sais plus si je l'avais noté ça. Alors, avec l'aération, les fleurs capiteuses se font moins importantes, je remarque ça. On a effectivement un côté presque chéri, avec des dattes, des figues. On a un côté évidemment avec le sauterne abricoté. Oui, j'ai noté les notes butyriques, c'est le côté la pourriture noble, comme on dit, du sauterne, hein. Côté presque champignon. Voilà, le côté entre caramel au beurre et un côté un peu rancio aussi, il revient au nez après un peu d'aération. Alors on est moins dans l'exubérance que dans les brutes de fût, ou brutes d'amphore. Mais voilà, cette version est comparable un peu à certains whiskies écossais par cet apport important au profil final du sauterne. Peut-être d'ailleurs, pour casser mon propos, c'est peut-être des 3 whiskies que j'ai d'Emeric, celui où je vois le moins le distillat, je le vois quand même, mais où je sens le moins le distillat de hêtre dans celui-ci. Mais il est là quelque part, les fleurs capiteuses sont derrière. Je vais l'ouvrir un peu. C'est un whisky très élégant en bouche. Il y a un côté, on est presque chez Macallan, mais sans ce côté rancio, presque cognac des vieux Macallan chéri. Voilà, il se réveille davantage avec quelques gouttes d'eau pour moi. Alors j'avais un petit côté vineux au départ, qui a disparu maintenant. Et le côté épicé devient un peu plus important. Avec ce côté caramel, ce côté caramel dur, hein, façon carambar. Au moins je peux dire ça dans la version française. Ça peut vous parler. Voilà, un profil un peu fermé encore. Je pense qu'il peut encore évoluer. Mais assez intéressant. J'ai noté ce whisky, alors pas complètement définitivement à 90 sur 100. On peut descendre un tout petit peu, mais voilà, on va rester probablement à peu près sur ces notes-là. Pour information, le brut d'Infort qui a été primé sur mon site a obtenu 93 sur 100, c'est vraiment fabuleux. Si vous pouvez avoir une version récente ou la nouvelle, à mon avis, ça devrait être aussi beau. Bon, c'est une supputation, évidemment. Et je crois qu'il a été battu en dernier sur le fil
oui, 93,5, c'est quand même une super note. Il était battu sur le fil par cette version-là, qui est devenue ma préférée à 55,5. Et là, c'est un fût de Grenache, enfin c'est la finition Grenache du domaine Côme d'Elmas. 2007-2020, vous vous rendez compte, 3 ans seulement. Et là, donc, c'est un fût de Banyuls. C'est assez extraordinaire. Là, on est beaucoup plus puissant sur le fruit confit, le fruit mûr, et les fleurs capiteuses un peu aussi. Et on a une gourmandise pâtissière qui est importante aussi, que j'aime beaucoup. Donc voilà. En termes de prix, je l'ai dit, je ne sais plus. On est à 59 pour l'Emeric Roborel de Climens que je viens de vous montrer, qu'on vient de déguster. Et on est à 75 € pour les deux autres. Et là, on va arriver à 73 € pour le dernier. Et là, on est en 50 centilitres aussi. Et là, donc, alors, je vais vous présenter très vite, parce que le temps file extraordinairement vite. Excusez-moi. Donc, la Maison Mounic, en fait, c'est une petite société de négoce artisanale installée à Cadojac, près de Bordeaux, et née en 2017. C'est une maison familiale. Voilà, le nom honore la grand-mère des frères Cédric et Axel Nadet, qui dirigent cette petite société de négoce et qui voilà, cherche à mettre en valeur les eaux de vie rares en utilisant le terroir bordelais. Donc en fait, tout ce qu'ils font est assemblé ou affiné ou maturé dans des fûts de vin, et même donc les gins, le gin Avem et la vodka Nadet qu'ils produisent, qui sont issus de distillation de raisin, eh bien ils sont affinés dans des fûts de vin également. Voilà. Et donc ils ont commencé à faire des whiskies en collaboration avec Emeric Roborel de Climens sous le nom de cette gamme qui se prénomme Assemblage. Voilà. Et donc il y a des... Pour celui-ci, j'ai essayé de lire, donc on est en 50 centilitres, on est en une carafe, donc on est tout orge français, maltais par soufflet, brassé par météore, on ne peut pas être plus précis. S'il n'y a pas la variété d'orge, d'accord. Donc distillation lente, double aux alambics de marque Karl, de 500 litres de la distillerie Epp. On est distillé en 2017 et embouteillé en 2020, non filtré à froid. Et on est en affinage ex-fût de Merlot du château Cadet, si j'arrive à Gadet, pardon. Saint-Émilion, 3 ans. Ex-fût de Sémillon, pardon, du Clos Floriden, Grave, 3 ans. Et ex-fût Sauvignon du Clos Floriden également, Grave, 3 ans. Réduction lente par l'eau de Jansac. Et on est à 50,2, c'est vraiment fabuleux comme titrage, je trouve, en plus par rapport à... Voilà. Donc voilà, le clou, si j'ose dire, en tout cas c'est ce que je pense de cette dégustation. Alors là, c'est vraiment... Oui, alors donc, celui-ci, avant que j'oublie, c'est le 1 qui est considéré en quelque sorte comme un 1.01. Ensuite, donc il est épuisé, d'accord, mais il y a son petit frère, le 1.02, qui est toujours en vente, au même titrage. Donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui vont aimer ma note, d'aller voir ça. Et il y a le numéro 2 qui est à 42.1, avec une autre couleur d'étiquette, et le numéro 3, une autre couleur également, si je ne m'abuse, à 43.1 avec une maturation, une finition un peu différente. Voilà, excusez-moi. Voilà, pardon pour l'interruption. Alors là, voilà, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a à la fois Epp, le distillat qui vient, et à la fois les fûts. Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu casse-gueule. Ça me rappelle d'ailleurs ma propre expérience. Parce qu'on a des fûts de vin rouge et des fûts de vin blanc. Donc c'est exactement le deal auquel j'ai eu à faire face, moi, à la distillerie Northman. La chapelle Northman, sauf que là, on a deux types
Donc comme je l'ai dit, je vais reprendre la fiche. On a du Merlot, du Sémillon et du Sauvignon. Et donc on est... oui, on est... J'ai dit ça, Saint-Émilion? Ah non. Bon, il me semblait, pour le Château Gadet. Donc le rouge, et en fait, et Sémillon et Sauvignon sont des blancs graves. Donc d'après les notes officielles, le Merlot est censé apporter des notes de baie rouge, de pruneau, de sous-bois et d'épices. Le Sémillon de noisettes, de fleurs d'acacia et de miel. Et le Sauvignon des fraîcheurs avec une touche d'amertume. Donc on va voir si on arrive à tout ça. Ça c'est ma fiche. En tout cas, voilà, le résultat est assez spectaculaire. On est à 73 € sur le site où j'ai pu trouver ça in extremis avant qu'il soit complètement épuisé. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, mise en bouteille novembre 2020. Je crois qu'il a été considéré comme un 2021. Alors c'est dommage, j'ai pu trouver ce whisky que voilà, par heureux hasard, après avoir fait mon classement des meilleurs whisky 2020, parce que sinon je vous cache pas qu'il serait directement dedans, parmi le top 3 ou top 5. Voilà, on a l'exubérance florale et un peu fruitée, toujours autour du raisin, du hêtre, mais on a aussi l'apport des fûts de vin avec un côté un peu au nez, moins en bouche, mais un côté un peu acide, un peu vert, du vin très jeune, vin blanc jeune. Mais c'est aussi l'exubérance du raisin qui provient de ces fûts de vin, mais aussi du distillat. Vous voyez, c'est compliqué. Donc moi j'avais noté fruits rouges, pêche de toutes sortes, abricots, citron confit, coin confit, cédra. Voilà, c'est cédra, c'est la note qui me paraissait saillante. Et cette note de raisin blanc complètement exubérant, assez vert, assez jeune. Santé. En bouche, c'est fabuleux. Ça s'équilibre. Le côté vert et acide, il disparaît. On a vraiment la sucrosité du raisin blanc. On est presque dans le muscat. C'est assez fabuleux. Oui, j'ai noté abricot et une Charlotte au quetch. Ça m'évoque une Charlotte au quetch. Oui, il y a un côté pâtissier que j'adore dans ce qu'il est dans cette whisky. On est vraiment, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo comme ça, on est vraiment, je tire mon chapeau à Émeric et à Cédric, de ça à ça. Et voire même des raisins qui ont été cultivés, des raisins directement à ça. C'est assez infernal, quoi. Enfin, j'ai mis à ce whisky la note de 92, j'anticipe un peu, je vais le goûter avec un peu d'eau, 92 sur 100, donc vraiment magnifique, splendide, délicieux. Je vais l'ouvrir un petit peu. Donc je suis très curieux de ce que cette maison va faire, je ne vous le cache pas après. Et je note bien aussi l'apport d'Émeric, il n'y a aucun doute, c'est de l'orfèvrerie encore, hein. Comme je dis, ce que fait Émeric, c'est de l'orfèvrerie. C'est de la haute couture, comme ce que vous voulez comme image. C'est très précis et très rigoureux. Et voilà, je suis très admiratif de ce travail et spécialement donc pour celui-ci des deux personnes de Cédric et d'Émeric. Je veux dire,
En plus, là, on a la vanille qui revient, donc probablement directement du fût. Voilà, c'est extrêmement harmonieux, floral, fruité, très en équilibre avec une petite touche pâtissière en finale. C'est impeccable. Voilà, bravo. Voilà, j'étais un peu long, plus long que prévu, mais c'est la passion du whisky. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un pouce j'aime, mettez un commentaire et puis abonnez-vous si ce n'est pas le cas et cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. À bientôt pour une autre vidéo en français, en anglais et divers, les deux en même temps quand je peux. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et le whisky français, ça peut être fabuleux en effet.